En sommaire ce soir, le concours de vulgarisation scientifique Ma thèse en 180 secondes a livré son verdict sur le plan national. Plus de détails en ouverture de cette édition. Il nourrit et facilite la vie à des millions de personnes à travers le pays, mais il meurt à petit feu. Notre grand format de ce soir fait un focus sur le fleuve Niger et le désastre écologique qu'il subit. Plus rien ne va entre la Fédération malienne de football et certains cadres de l'équipe nationale, dont le capitaine Amari Traoré. Certains joueurs menacent de ne plus venir en équipe nationale. Madame, Monsieur, bonsoir. La phase nationale du concours Ma thèse en 180 secondes a livré son verdict ce samedi à la Faculté des sciences économiques et techniques de Bamako. Le vainqueur cette année se nomme Bokar Meiga, doctorant en sciences de l'éducation. Il représentera le Mali lors de la phase finale qui se déroulera en Côte d'Ivoire très prochainement. Retour sur le déroulé de ce concours dont le but est de présenter en 3 minutes chrono son travail scientifique en français facile. Paul Yapinguessan. C'est la méthode ethnographique qui consiste. La cohabitation des langues est un phénomène universel. Puis rachète ses chaussures fabriquées à partir de sa peau de vache à 50 000. Ils étaient au nombre de 10 candidats pour cette 5e édition du concours Ma thèse en 180 secondes. Organisé par le Bureau national de l'Agence universitaire de la francophonie au Mali, selon le représentant du bureau AUF Mali, Dr Sekou Mamadou Tankara, il s'agit d'une tribune de promotion des jeunes chercheurs. Ma thèse en 180 secondes est un défi lancé aux doctorants et docteurs ayant nouvellement soutenu pour présenter sur scène l'objet de leurs travaux de recherche dans un langage adapté à un grand public, ce en 3 minutes chrono. Donc chaque année, nous organisons ce concours de vulgarisation scientifique qui permet aux jeunes étudiants en thèse de présenter leurs travaux de recherche en 180 secondes. Donc c'est à la fois un challenge, mais c'est aussi très formateur en matière de communication, en matière de vulgarisation surtout. C'est un défi à relever. Un exercice certes difficile, mais pas impossible, a déclaré un candidat à l'occasion. C'est une très bonne initiative parce qu'en fait, ça nous permet également à nous-mêmes d'être en harmonie avec notre sujet de thèse. Le Mali figure parmi les pays qui prendront part à la finale internationale prévue à Abidjan. Le candidat de cette année est susceptible de participer à la finale internationale qui va regrouper le monde entier. Donc l'Afrique de l'Ouest va envoyer en fait un certain nombre de candidatures et le candidat du Mali va aussi, le lauréat du Mali va compétir avec les autres lauréats de la sous-région. Donc on va voir et on espère que celui-ci va pouvoir représenter l'Afrique de l'Ouest. Pour la Fondation Orange, une telle initiative cadre avec un des objectifs de la Fondation, qui est la promotion de l'excellence en milieu scolaire. À la Fondation Orange, l'un de nos volets majeurs, c'est l'éducation. Et à travers l'éducation, on s'appuie surtout sur la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Et ce concours est un bon exemple de la promotion de l'excellence auprès des étudiants. En fait, Après écoute des candidats, le jury a procédé à la délibération, donnant ainsi Bokar Meiga premier avec sa thèse qui parle de la valorisation du métier de l'enseignant. Je veux dire que je suis très ému, parce que je suis très content. Voilà, et tout ça là, je le dois vraiment à mon équipe d'encadrement, qu'on peut appeler locale. Il s'agit de mon directeur vraiment, ce que vous voyez de mémoire, et puis la famille, vraiment qui m'ont beaucoup soutenu dans ça. Ce que vous voyez. Donc aujourd'hui, dire que je suis premier national DMT 180, vraiment, c'est un ouf de soulagement. Rappelons que la compétition francophone Ma thèse en 180 secondes vise à mettre en lumière la relève scientifique dans toutes les disciplines, encourager les jeunes chercheurs à vulgariser leurs travaux de recherche, sensibiliser les jeunes chercheurs à l'importance du dialogue entre les sciences et la société, offrir aux candidats un contact direct avec le public. En bref et en images, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, se dit inquiète au sujet des menaces sérieuses qui pèsent sur l'exercice de certains droits civiques et politiques dans le pays. Dans un communiqué publié hier vendredi, la CNDH attire l'attention des autorités sur les allégations, je cite, de disparition forcée et ou d'enlèvement, de violation de domicile privé, d'arrestation
déportation arbitraire. Fin de citation. Ce communiqué intervient après l'arrestation de 11 leaders politiques jeudi dernier par la gendarmerie. La Commission nationale des droits de l'homme invite enfin les autorités à privilégier et œuvrer à l'instauration d'un climat de concorde sociale pour une paix durable. Sans transition, les changements climatiques, la pollution, la rareté des ressources et ainsi que l'ensablement sont autant de menaces qui pèsent sur le fleuve Niger. Notons que ce fleuve permet à des millions de personnes de vivre à travers le pays. Autant dire que sa disparition serait une catastrophe. Fleuve Niger, comment éviter le désastre écologique? C'est le titre de ce grand format de Paul Yapinguessan. Les menaces qui pèsent sur le fleuve brisent chaque jour des espoirs avec la rareté des espèces aquatiques. Les actions posées par les populations riveraines, notamment le rejet des déchets solides et même l'occupation anarchique des berges du fleuve, en est une illustration. Sinon, le fleuve est menacé avec toutes les activités anthropiques qui se passent actuellement. Et je veux parler de l'exploitation de l'or par drague, qui est surtout une activité très pratiquée sur le Haut-Niger, dans la zone de Kangaba, et qui arrive souvent même à quelques encablures de Bamako vers les Sebeninkoro. Il y a aussi les ménages qui, à la faveur de la saison que nous connaissons actuellement, la saison hivernale, profitent des pluies pour aller déverser des ordures dans le fleuve. Donc voilà un certain nombre de faits. Et si on ajoute à ça aussi les intrusions dans le lit du fleuve à la faveur de l'urbanisation, on comprend que le fleuve est agressé très fortement et jusque dans son lit. Le professeur Sidiba, maître de conférences en génie chimique et environnemental et auteur du rapport Carte eau, a fait l'état des lieux de la pollution du fleuve. On n'a pas besoin de faire des analyses pour voir que le fleuve Niger à Bamako est pollué, soutient Déatrine. Selon lui, le constat est alarmant. Cette étude a démontré que 84 collecteurs, dont 24 naturels, aménagés sur certains tronçons et 70 construits en maçonnerie de béton ou de pierre. Sur ces 94 collecteurs, les eaux de 58 finissent leur course dans le fleuve. Ces collecteurs constituent, selon cette étude, les premiers facteurs de pollution du fleuve Niger, d'où l'urgence de vite agir pour sa sauvegarde. Ce fleuve nourricier vital, indispensable, qui souffre aujourd'hui par nos comportements, le comportement de tout le monde aujourd'hui. Si je parle de comportement, par du fait que pendant l'hivernage par exemple, beaucoup de ménages font sortir des déchets de tout genre, et sans oublier que ces déchets ont leur destination finale, le fleuve. Alors que ce fleuve, quand on le regarde, et en termes d'importance, il fait partie de notre principale source d'approvisionnement en eau potable. On se lave avec toutes nos activités domestiques proviennent de l'eau du fleuve. Mais malheureusement, les conséquences sont vraiment fatales. Le fleuve Niger est une ressource extrêmement importante pour le Mali. D'aucuns disent que c'est la sève nourricière. D'autres disent que c'est, si vous voulez, l'artère principale qui nourrit l'ensemble du pays. Et ce fleuve, de par sa longueur, ce fleuve, de par sa richesse, d'abord en eau, en poissons, en ressources halieutiques de façon générale, on voit que le fleuve Niger est au cœur du développement socio-économique du Mali. Les experts de la lutte pour la promotion de ce fleuve proposent des recommandations pertinentes afin de sauver le fleuve Niger. Les initiatives en cours, c'est que nous menons régulièrement, avec les moyens dont nous disposons, des missions de surveillance du fleuve Niger pour voir les activités qui ne sont pas compatibles avec l'état de la ressource, parce qu'on est aussi dans un contexte de gestion intégrée des ressources. Lorsqu'on parle de gestion intégrée des ressources, ça veut dire qu'on doit garder l'eau dans un état de potabilité, dans un état qui puisse permettre à d'autres activités de s'exercer. Donc, du coup, on est obligé de faire en sorte que
un arbitrage soit fait pour que les activités des uns n'empiètent sur celles des autres en termes de dégradation de la qualité de l'eau. Donc c'est dans ce cadre-là que nous menons beaucoup de missions de surveillance sur le fleuve et ses affluents, comme le Sankarani. Pour sauver le fleuve, alors il faut des actions. Et je crois que d'un point de vue législatif et réglementaire, il existe des textes au niveau gouvernemental, au niveau régional, même au niveau des collectivités territoriales, n'est-ce pas, qui permettent de protéger le fleuve, mais aussi de promouvoir les ressources du fleuve. Il faut aller vers une application stricte de ces textes. Ça, c'est fondamental. Et je crois que l'un des problèmes de notre pays, c'est la non-application des textes. Et l'autre chose qu'on peut faire également, c'est de mieux sensibiliser la population, en particulier la population riveraine. Il faut envisager, c'est de promouvoir la coopération autour du fleuve, entre les pays qui partagent ce fleuve-là. Rappelons que le fleuve Niger est long de 4200 km, dont 1750 km traversent le Mali. Sport, se dirige-t-on vers un bras de fer entre la FEMAFOOT et les cadres de l'équipe nationale? Le capitaine Amari Traoré et ses coéquipiers reprochent à la fédération et au ministère des Sports une mauvaise gestion et menacent de boycotter les prochaines rencontres si rien ne change d'ici là. Cette situation intervient à un peu plus de 2 mois du premier match des Aigles en éliminatoire de la CAN 2025 prévu en septembre. Le point avec Djeneba Samaké. Depuis plusieurs semaines, le football malien fait face à une crise en son sein, notamment entre les Aigles et la Fédération malienne de football. Dans un communiqué rendu public, les joueurs maliens, par la voix de leur capitaine Amari Traoré, menacent de quitter la sélection. Ces derniers ont signifié aux plus hautes autorités qu'ils en ont marre du manque de professionnalisme des dirigeants de la fédération et ils exigent des changements profonds pour que le football malien retrouve son lustre d'antan. Cette vive protestation des joueurs fait suite à une série d'événements malheureux. En premier lieu, la contre-performance contre Madagascar 0-0 le 11 juin dernier en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 due à une préparation que l'on pourrait qualifier de chaotique. En effet, la délégation malienne avait dû se contenter d'un vol de tierces compagnies atterrissant en Afrique du Sud moins de 10 heures avant le match, ce qui avait même poussé le capitaine à publier un communiqué sur ses réseaux pour dénoncer ces désagréments. Deuxième motif de mécontentement, le limogeage de l'entraîneur Eric Sekouchel. En effet, après les 2 mauvaises sorties durant les éliminatoires pour le Mondial 2026, la Fédération malienne de football a décidé de se séparer de son coach Eric Schell, malgré un bilan positif de 13 victoires en 21 matchs. Depuis son départ, les tensions montent entre les joueurs et la fédération. Cette décision, prise par la FEMAFOOT, n'a pas été du tout appréciée par les joueurs. Face à ces situations, ils ont menacé de boycotter les premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2025 si aucune mesure concrète n'est prise pour améliorer la situation. Selon des observateurs, si les joueurs mettent leurs menaces à exécution, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'équipe nationale privée de ses meilleurs éléments. Merci Djeneba Samaké. Sport toujours, mais cette fois-ci en bref. Les dates de la CAN Maroc 2025 sont connues depuis ce 21 juin. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF a annoncé dans un communiqué publié que la compétition débutera le dimanche 21 décembre 2025 et prendra fin 4 semaines plus tard, c'est-à-dire le dimanche 18 janvier 2026. Patrice Motsepe, le président de la CAF, assure que son institution s'est engagée à protéger et promouvoir les intérêts des joueurs africains jouant dans des clubs européens et dans le monde. C'était un réel plaisir de vous présenter cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.